Bonjour à tous, il y a plusieurs mois de cela, en juillet 2019, l'hypothèse très forte d'un défaut de paiement aux USA, dans les 2 mois, était déjà envisagée, avant même la pandémie de Covid-19, ce que souligne une situation sociale et économique difficile et constante. Cette crise sanitaire met en relief un système de santé fédéral américain qui, de l'extérieur, semble inégal au niveau des classes sociales, notamment. Une analyse complète de la situation, toujours humble, est importante pour tenter de comprendre ce qui peut arriver dans un futur proche de plus grave. Alors c'est justement le think tank basé à Washington, le Bipartisan Policy Center, qui fait cette annonce, comme nous l'explique fort bien cet article de Sputnik News de juillet 2019 justement. C'est l'heure de payer. Dans 2 mois, les États-Unis seront en défaut de paiement. Bien évidemment, vous le savez, 2 mois plus tard, ce qui s'est passé le 17 septembre, nous avons eu les injections de la Fed, qui a sauvé le système fédéral américain. Alors c'est un article d'une extrême importance qui initie cette séquence gravissime socialement aux États-Unis. Bien évidemment, on a cette pandémie qui, je veux dire, cache un peu la forêt, si j'ose dire, du désastre. Ce qui est important, c'est de comprendre les racines du problème, notamment. Alors, le Bipartisan Policy Center, think tank basé à Washington, a annoncé un risque extrêmement élevé de défaut de paiement début septembre. Le ministre américain des Finances, Steven Mnuchin, en avait averti les sénateurs en mai 2019. Comment le système financier américain s'est-il retrouvé dans l'impasse des États-Unis? Ont-ils une chance d'éviter le défaut? En avance sur tous les autres. Les dépenses exorbitantes du budget fédéral, couplées à une dynamique de croissance relativement faible, des recettes publiques conduisent rapidement au défaut de paiement, affirment les spécialistes du Bipartisan Policy Center. Un récent rapport de la direction budgétaire du Congrès indique que le déficit a atteint 746 milliards de dollars au cours des 3 premiers trimestres de l'année fiscale en cours et pourrait dépasser 1000 milliards d'ici décembre. Les dépenses budgétaires ont augmenté durant cette période de 208 milliards de dollars par rapport à l'an dernier et les revenus de seulement 69 milliards. Autrement dit, le trésor américain se vide 3 fois plus vite qu'il se remplit. La plupart des spécialistes estiment que la raison principale de la réduction des revenus du budget public est la politique fiscale imprévoyante du président Donald Trump. En décembre 2007, il a signé la loi sur la plus importante réforme fiscale de l'histoire du pays qu'il avait promise pendant sa campagne électorale. L'impôt sur les sociétés est passé de 31 à 21% et l'impôt sur le capital des compagnies américaines revenues dans le pays de 35 à 8% pour les virements et jusqu'à 15,5% pour l'argent liquide. De plus, Donald Trump a modifié l'impôt sur le revenu pour les particuliers et a réduit la liste des citoyens contraints à reverser au trésor 40% de leur héritage. Résultat des courses, les revenus fiscaux de l'année en cours ont augmenté de 2-3% au lieu des 5-6% attendus. Ah, des fins de mois difficiles. Et bon, on le sentait déjà. Le risque d'un défaut de paiement début septembre est de plus en plus élevé parce que le ministre des Finances devra verser des fonds conséquents aux détenteurs de la dette publique américaine. Or, il n'y a pas assez d'argent dans les caisses pour cela. Le gouvernement pourra appliquer la méthode habituelle, émettre sur le marché une nouvelle tranche d'obligations et utiliser l'argent obtenu pour rembourser la dette. Mais le fait est que la dette publique totale a dépassé la barre des 22 000 milliards de dollars début mars. 500 milliards de dollars se sont encore ajoutés à cette somme au cours des 4 derniers mois. Le ministre des Finances ne peut pas recourir aux emprunts à cause des restrictions législatives sur le montant de la dette publique. Les spécialistes du BPC ont appelé les députés à se pencher d'urgence sur le problème car il ne reste plus beaucoup de temps. Le 26 juillet, le Congrès partira en vacances pendant 1 mois et demi. Les sénateurs feraient preuve d'irresponsabilité s'ils ignoraient notre pronostic. Le seul moyen d'éviter le défaut cette année consiste à augmenter le plafond de la dette publique dans les 2 semaines à venir, avertit Shai Akabas, responsable de la politique économique du BPC. Alors, l'infini n'est pas la limite. Si les députés américains n'augmentaient pas le fonds de la dette publique d'ici septembre, le ministère des Finances devrait annoncer un défaut de paiement sur ses obligations actuelles, ce qui entraînerait forcément un abaissement de la note de crédit du pays. En outre, l'absence de nouvelles obligations sur le marché affaiblira significativement la monnaie américaine,
car en l'absence de possibilité d'investir, ceux qui détiennent des dollars commenceront à s'en débarrasser. Ce qui porterait un nouveau coup dur sur son statut de monnaie de réserve mondiale. Sans oublier également que de facto, l'initiative politique d'augmenter le plafond de la dette publique doit venir du président américain, c'est à lui de convaincre les députés de le faire une nouvelle fois. Alors, pour terminer les 3 derniers paragraphes, les relations extrêmement tendues entre Donald Trump et les pouvoirs législatifs, on l'a bien vu avec le shutdown, compliqueront considérablement ce processus. En mars, le Congrès a déjà bloqué l'intention du chef de l'État de décréter l'état d'urgence dans les États frontaliers. Déjà état d'urgence. Avant juillet, déjà état d'urgence. Déjà état d'urgence. Donc c'est très important de comprendre. Il a déclaré l'état d'urgence par rapport au Covid-19, mais en réalité, et oui, il avait l'intention de décréter l'état d'urgence dans les États frontaliers. Cela n'était pas arrivé depuis l'adoption de la loi sur la situation d'urgence nationale en 1976. Ça, c'est fondamental, c'est extrêmement important. Et après le récent sommet du G20 à Osaka, le président a été pratiquement accusé de trahir les intérêts de la sécurité nationale à cause de sa promesse de lever les sanctions contre les géants technologiques chinois Huawei. Alors même que c'est lui qui était à l'origine de ces sanctions. Par conséquent, les chances d'une rapide augmentation du plafond de la dette publique sont pratiquement nulles et un défaut technique des États-Unis au cours des premières semaines de septembre est tout à fait plausible. Alors, la description de cette situation nous amène à nous demander finalement quelles sont les conséquences d'un État en défaut de paiement. Alors, Archives ouvertes, c'est vraiment des PDF très intéressants de l'université Paris 10. Quelles sont les causes et les conséquences d'un défaut sur la dette publique? Et oui, c'est quand même très... Bien sûr, il y a plusieurs pages, je vais en lire la quintessence. Et surtout, l'introduction. Ce qui m'intéresse, le plus intéressant, le plus didactique, vraiment l'introduction, par rapport aussi à ce qui s'est passé en Grèce, à ce niveau-là. Introduction. En mars 2012, la Grèce a conclu l'opération de restructuration de la dette souveraine la plus importante dans l'histoire des défauts souverains. Elle a porté sur un montant de 200 milliards d'euros d'échange de dettes émises par l'État grec et 30 milliards de rachats de dettes. En tenant compte des déboursements effectués par la Grèce à cette occasion, la réduction nette de la dette a été près de 107 milliards d'euros, soit l'équivalent de 5% du PIB de la Grèce. Au-delà des enjeux de la pérennité de la zone euro, la crise grecque offre l'opportunité de revenir sur une question importante en économie, celle du défaut d'un État sur sa dette et ses conséquences économiques. Avant d'aborder cette question, il est important de définir ce qu'on appelle le défaut d'un État. Celui-ci, appelé aussi défaut souverain, caractérise une situation dans laquelle un État n'est plus en mesure d'honorer, dans les termes prévus, les paiements d'intérêts ou le principal, et ou lorsqu'une opération de restructuration de sa dette est effectuée en impliquant des conditions moins favorables au prêteur. Le défaut peut être partiel, ce qui signifie que les intérêts continuent à être payés, mais pas le principal. Un accord sur l'arrêt momentané des paiements moratoires s'avère nécessaire lorsque le défaut est total. L'objectif d'une opération de restructuration de la dette est de restaurer la capacité d'un État à faire face à ses engagements dans le futur. Elle implique donc souvent une réduction de la valeur de la dette, appelée haircut. Voilà pour l'introduction. Alors, il y a vraiment plein de choses. Il y a vraiment plein de choses très intéressantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les enseignements des principaux épisodes des défauts souverains. Au niveau historique, pour essayer de comprendre ce qui peut arriver. D'une manière générale, les défauts souverains tendent à se produire à la suite d'une dégradation de la situation macroéconomique des pays. Ainsi, Aguiar et Amador ont montré que les pays qui ont connu un défaut souverain avaient une production inférieure de 1,6 point de pourcentage à leur tendance de long terme au moment de défaut. De nombreux travaux montrent aussi que les défauts souverains tendent à être associés avec l'apparition des crises bancaires systémiques. C'est quand même une phrase importante. De nombreux travaux montrent aussi que les défauts souverains tendent à être associés avec l'apparition de crises bancaires systémiques. Crise en septembre, crise de la Fed en septembre, et donc défaut de paiement. Voilà, c'est lié, là les choses sont claires, c'est implacable. Plusieurs mécanismes expliquent ce lien. En premier lieu, ces crises bancaires s'accompagnent de plans de sauvetage d'envergure mis en œuvre par les autorités. Sa socialisation des dettes privées participe ainsi à la dégradation des finances publiques. En outre, la contraction de l'activité au sein des pays
qui subissent des crises bancaires réduit les recettes fiscales de l'État selon les estimations de Reinhard Rogoff. 2011, les crises bancaires s'accompagnent d'une détérioration des finances publiques de l'ordre de 86%. C'est vraiment très intéressant. Donc là, on a l'accroissement cumulé de la dette publique dans les 3 ans qui suivent une crise bancaire systémique. L'indice 100, c'est l'année de la crise. L'année de la crise des États-nations. Et puis l'accroissement cumulé de la dette publique. Là, on voit bien la Finlande qui est un peu plus. C'est quand même, on est quand même au-delà. C'est quand même, le graphique est très clair et intéressant. Alors, pour terminer, au cours de la crise financière mondiale de 2008-2009, Reinhard Rogoff estime à 134% l'accroissement de la dette publique pour les pays tels que les États-Unis, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni. Deuxièmement, les crises bancaires systémiques s'accompagnent souvent d'une contraction de l'activité économique mondiale, particulièrement lorsque ce sont les banques des pays développés qui sont frappées. Il en résulte une baisse des recettes d'exportation qui réduit la capacité de remboursement de la dette extérieure. Troisièmement, les crises bancaires peuvent conduire à un arrêt soudain des flux internationaux de capitaux susceptibles d'induire une crise des dettes souveraines. Donc c'est quand même très important. Vraiment, pour terminer, c'est au niveau des défauts, sont-ils économiquement coûteux pour les États? C'est ça aussi qui peut être intéressant par rapport aux États-Unis. Justement, je transpose. Hein. Est-ce que les défauts au niveau des États-Unis est coûteux? Effet réputation et effet signal. Je veux dire, ce paragraphe est extrêmement intéressant. Voilà. Alors, il est courant d'utiliser le terme de faillite lorsque l'on fait référence aux difficultés financières d'un État. Cette expression est cependant doublement trompeuse. D'une part, contrairement aux entreprises privées, il n'existe pas de loi sur les faillites souveraines protégeant les créditeurs et débiteurs. Alors là aussi, une phrase majeure, très importante. D'une part, contrairement aux entreprises privées, il n'existe pas de loi sur les faillites souveraines protégeant les créditeurs et les débiteurs. C'est ce que je dis depuis vraiment très longtemps. Il n'existe pas de loi sur les faillites souveraines protégeant les créditeurs et les débiteurs. Autrement dit, aucune procédure légale internationale n'organise le règlement d'une situation de défaut souverain. D'autre part, alors que les prêts domestiques peuvent utiliser des collatéraux comme garantie, les actifs que pourraient saisir les prêteurs internationaux en cas de défaut sont peu importants. Dans cette perspective, on fait depuis Eaton et Gersowitz une distinction entre la capacité d'un État à payer sa dette et sa volonté de le faire. C'est sur cette dernière que les effets réputation et signal jouent. Donc voilà pour ces archives ouvertes qui sont vraiment très intéressantes. Et lire l'intégralité, vraiment c'est global, c'est vraiment connaissance globale, des connaissances et des conséquences plutôt de ce qui peut arriver aux États-Unis. Donc dans le monde, puisque voilà, le dollar c'est la monnaie directrice, si j'ose dire. Donc ça peut être compliqué au niveau mondial. Et justement, la suite de cette analyse, 22 millions d'emplois créés aux USA en disant 22 millions de nouveaux chômeurs en 4 semaines. Donc ce sont les conséquences de ce défaut de paiement. Alors oui, bien sûr, nous avons cette pandémie, oui, d'accord. Mais ça n'explique pas tout. Cette pandémie couvre, c'est une réalité, effectivement, mais ça couvre aussi cette réalité. Et ça vient, malheureusement, entre guillemets, au bon moment. J'ai fait d'autres vidéos, bien sûr, que je mettrai en lien. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Pour essayer de mieux comprendre ce phénomène de Covid-19, qui est pas si évident non plus, parce qu'elle regroupe plein de choses. Donc, c'est quand même assez important. Et là, on voit bien, on a cette analyse d'un effet d'un État en défaut de paiement est particulièrement importante pour comprendre les articulations de ce phénomène, qui est très actuel, malheureusement. Alors, officiellement, les USA n'ont pas déclaré qu'ils étaient en défaut de paiement en septembre 2019, notamment grâce aux interventions de la Fed, comme je disais précédemment. Mais finalement, les stick-bats d'un État en défaut de paiement apparaissent de manière synchronicielle par rapport. Donc
synchronisait ça en même temps avec la pandémie, et donc couvre finalement cette réalité de fondement, c'est ce que je disais, sur Business Bourse. J'ai deux onglets très intéressants, notamment que nous avons 11 chômeurs par seconde, et ça c'est un article du 17 avril, donc là ça a dû augmenter encore, malheureusement. 22 millions d'emplois créés en 10 ans, notamment avec la présidence Obama, 22 millions de nouveaux chômeurs en 4 semaines. C'est quand même terrible. Un article de Charles Sana. La semaine dernière, il y a eu 5,2 millions de chômeurs supplémentaires aux États-Unis. En 4 semaines, nous avons eu donc 22 millions de nouveaux chômeurs aux USA. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les 10 dernières années, les États-Unis ont créé 22 millions d'emplois. Nous venons d'assister à l'effacement en 4 semaines de 10 ans de création d'emplois. C'est un chiffre terrifiant et qui présage d'une crise économique jamais vue dans l'histoire de notre monde. Pour l'agence Bloomberg, les derniers chiffres suggèrent un taux de chômage actuel autour d'au moins 17%, bien au-dessus des 10% atteints à la suite de la récession qui a pris fin en 2009. Malgré cela, les données ont montré que la plupart des États ont signalé une baisse non ajustée des demandes par rapport à la semaine précédente, ce qui suggère que le rythme effréné des pertes d'emploi commence à ralentir, ne serait-ce qu'un peu. Les dépôts la semaine dernière auraient également pu être limités par les vacances du vendredi saint. Alors bien sûr, un autre article de Business Bourse qui montre cette catastrophe, qui illustre malheureusement cette catastrophe avec bien évidemment des images qui font froid dans le dos. Alors, bien sûr, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on voit énormément de monde dans le Maryland, cette vidéo qui fait froid dans le dos, des centaines de laissés pour compte n'étant pas concernés par les chèques de relance du gouvernement puisqu'ils ne figurent nulle part dans les statistiques, font la queue pour un chèque cadeau de 30 $ devant certains supermarchés. Les queues s'accroissent partout, sur les parkings et autour des supermarchés, montrant des gens complètement désemparés et désespérés. Donc, c'est quand même vraiment très intéressant. Alors, il me semble qu'il faudra recharger la page. Je vais mettre en lien pour revoir la vidéo, mais c'est une vidéo à plusieurs millions de vues qui tourne sur le net. Bien sûr, on peut trouver sur le net plein de vidéos d'hélicoptères qui montrent des files de gens. C'est quand même très terrible. Alors, bien évidemment, les images parlent d'elles-mêmes. Le site À l'encontre explique dans le fond le système américain concernant le soin. C'est quand même très important ce site d'À l'encontre qui est là. Un article du 24 mars 2020. États-Unis, pas de soin. Ça, c'est là, on rentre, si j'ose dire, dans le système américain du soin. Dans le système médical, j'enlève la quintessence, l'introduction et le paragraphe sur le coût des soins qui est vraiment très important pour bien comprendre le système et pourquoi on a cette catastrophe avec ces kilomètres de fils terribles. Par Ian Mans. Faute d'assurance maladie universelle, certains Américains atteints par le Covid-19 pourraient renoncer à se soigner par peur de ne pas pouvoir payer le traitement. Un bravage et ignorant, comme toujours fidèle à son style, Donald Trump a d'abord traité par le mépris cette menace qu'il ne comprenait pas. Estimant, le 11 février, que le virus disparaîtrait sans doute dès avril sous l'effet de la chaleur. Rebelote le 5 mars. Il met en doute le taux de létalité du Covid-19, 3,4% estimé par l'OMS, avant cependant de décider d'un premier programme d'aide de 8 milliards de $ pour épauler les États fédérés et les villes à prévenir l'épidémie. Et ainsi préparer, ce n'est que le 13 mars, après que Wall Street a vraiment dégringolé, qu'il déclare l'état d'urgence national. Alors sur l'ancien anglais, sur Sputnik News, j'ai bien démontré. Ah oui, il a déclaré l'état d'urgence. L'état d'urgence national le 13 mars 2020. Mais il voulait faire bien avant. Très important. Alors, vous connaissez les chiffres, malheureusement, on ne peut pas... Si le 19 mars, la Californie a bientôt suivi par une demi-douzaine d'autres États,
a décidé le confinement de sa population le 19 mars, les autorités fédérales n'ont pas, à ce jour, instauré la mesure pour l'ensemble du pays. Comme c'est le cas en Italie ou en France, au 23 mars, cependant, la présence du Covid-19 était répertoriée dans les 50 États du pays. Le nombre total de cas identifiés s'élevait à plus de 35 000 et le nombre de morts à 428. Les citoyens américains s'inquiètent pour leur santé d'abord, mais aussi pour la capacité financière à supporter les conséquences de la pandémie. Selon un récent sondage, 62% des États-Unis craignent qu'eux-mêmes ou un membre de leur famille tombe malade. 36% ont peur de ne pas pouvoir payer les tests ou les traitements liés au Covid-19. Et parmi les actifs, 53% redoutent de voir leurs revenus baisser à cause de la fermeture de leurs entreprises ou de la réduction du nombre d'heures travaillées. Oui. Déjà, à la limite de ses capacités en temps normal, doté de moins de médecins et lits d'hôpitaux par habitant que la moyenne des pays de l'OCDE, alors qu'il est bien plus onéreux et moins performant, espérance de vie, mortalité maternelle et infantile, le système sanitaire américain sera-t-il à même d'absorber le choc du Covid-19 ? Ça, c'est une question très intéressante, effectivement. Parce que quand on voit le nombre de morts, c'est vraiment terrible. Les Américains, voilà, est-ce qu'ils sont prêts ou pas? Est-ce qu'ils n'ont pas anticipé, etc. C'est quand même terrible. Alors, coût des soins, c'est vraiment une partie fondamentale. Si le manque d'infrastructures sanitaires et de personnel qualifié préoccupe les autorités, les inquiétudes plus immédiates des citoyens se concentrent aussi sur le coût potentiel des tests et des traitements dans un pays où il n'existe pas d'assurance maladie universelle. Le système de santé repose largement sur le secteur privé, aussi bien en matière de prestations médicales que d'assurance. De fait, la santé représente l'un des plus gros postes de dépenses des consommateurs, 8%, et la répartition des dépenses de santé est des plus inégalitaires, puisque 5% des Américains en concentrent à eux seuls 50% en 2017. C'est ce que je disais moi-même de l'extérieur, un système inégalitaire. Certes, plus de la moitié des Américains bénéficient d'une assurance maladie liée à leur emploi ou à celui d'un membre de leur famille, mais ces couvertures sont assorties d'un véritable maquis de reste à charge, ainsi que de franchises et d'honoraires hors assurance, surprise buying, pour des médecins spécialisés qui font peser des coûts très importants sur les assurés, avec les risques qu'ils renoncent à se faire soigner. D'autant que certains de ces coûts à la charge de l'assuré risquent d'augmenter durant la pandémie, sauf si la loi venait interdire cette hausse aux assureurs. Dans le contexte du Covid-19, un non-recours aux soins ferait évidemment peser sur l'ensemble de la société un danger sanitaire majeur favorisant une extension de la maladie. Mais oui, c'est ça le problème. Si les gens ne vont pas se soigner ou se faire dépister, ils sont peut-être malades, ils vont le refiler à d'autres. C'est pour ça que ce système de santé américain n'est pas fait pour le Covid-19, n'est pas fait pour les pandémies, pas du tout. C'est antinomique, si j'ose dire, c'est vraiment terrible. Alors, deux paragraphes pour terminer. Avec le visage de Trump, personnalité discordante. Qui plus est, les primes d'assurance sont très onéreuses et beaucoup de salariés ne pourraient en assumer seuls la charge en cas de perte d'emploi. Ce qui risque de se produire dans le contexte de la pandémie ou la perspective de trouver rapidement un nouveau travail pour bénéficier d'une couverture est des plus hypothétiques, dans lequel ils ne sont plus couverts par leurs employeurs. Les citoyens américains peuvent essayer, sous condition de délai parfois, de se tourner vers l'un des dispositifs publics réservés à certaines catégories de la population. Concernant les actifs, le plus important est Medicaid, dont bénéficient 23% des Américains, mais il est réservé des ménages à faible revenu. Par ailleurs, comme il est géré par les États, avec un soutien de l'État fédéral, ces critères d'éligibilité varient beaucoup de l'un à l'autre. Donc voilà pour le système de santé américain, voilà, on a bien compris, c'est important de le comprendre, et comprendre pourquoi on a autant de morts, et pourquoi c'est la catastrophe. Plus de 2500 morts, oui, c'est un grand État, mais en Russie, voilà, c'est pas pareil. Alors que c'est plus grand. C'est quand même... Après, effectivement, il y a d'autres choses à comprendre par rapport aux États-Unis, par rapport au Covid-19. On a des laboratoires au Canada, il se passe des choses que j'essaye d'expliquer sur ma vidéo précédente que je mettrai en lien. Donc, voilà pour cette première partie et je reviens juste après, merci. Me revoilà dans cette deuxième partie. Alors, après cette crise sanitaire et le système médical, le chômage provoque une autre crise. C'est celle des loyers. Un excellent article de CorySlate.fr. Bien évidemment, aux États-Unis, le chômage provoque
Le chômage de masse provoque une crise des loyers. Désormais sans revenus, des millions d'Américains et d'Américaines ne savent plus comment payer leurs propriétaires. Un article du 3 avril par Ophélie Surcouf sur Fast Company. Si la pandémie de Covid-19 a poussé une partie de l'Europe à protéger ses emplois avec des dispositifs de chômage partiel, en attendant que la crise passe, les États-Unis n'ont pas fait ce choix. La main-d'œuvre américaine perd ses jobs en masse et très soudainement. Entre le 16 et le 18 mars, près de 10 millions de personnes ont déposé une demande d'allocation au chômage. 10 millions. Face à un effondrement si brutal, une question se pose immédiatement. Comment les individus ayant perdu leur emploi, s'ils ne sont pas couverts par aucun type d'assurance, comment pourront-ils continuer à payer leur loyer, bien sûr? Casse-tête urgent. En France, la décision est nationale. La trêve hivernale qui interdit d'expulser les locataires pendant l'hiver a été prolongée de 2 mois jusqu'à la fin du mois de mai. Aux États-Unis, en revanche, ce genre de mesure est pour l'instant prise de manière indépendante par les autorités locales, villes ou États. Dans un pays où les assurances chômage sont souvent minimales, sinon inexistantes, la situation est devenue un casse-tête à résoudre de toute urgence. Certaines municipalités, comme Los Angeles, où la plupart des habitants sont locataires, ont mis en place un mémorandum contre les expulsions. En cas d'impossibilité de payer le loyer, il offre un délai d'1 an pour rembourser les sommes dues à condition d'avoir rempli un dossier attestant que la perte d'emploi est liée à la crise du coronavirus. C'est quand même terrible de dire alors que c'est un pays en défaut de paiement. Donc malheureusement, c'est terrible. Et oui, l'État ne veut pas dire cette vérité, cette réalité-là. À New York, la maire songe à autoriser les locataires à payer leur loyer d'avril avec leur caution. Cette idée est notamment défendue par Ankur Jain, le fondateur de Kairos, une start-up dédiée à réduire le montant de ses dépôts de garantie. Il y a plus de 45 milliards de dollars de caution qui sont gelés en ce moment, explique l'entrepreneur à Fast Company, qui précise que la flambée des loyers c'est logiquement accompagnée d'une majoration des cautions. Quelle meilleure opportunité d'utiliser cet argent que d'aider à couvrir les loyers du mois prochain. Au niveau de l'État de New York, le sénateur Michael Gianaris a déposé une proposition de loi prévoyant un gel de loyer pendant 90 jours. Les locataires qui n'ont pas les revenus ne vont clairement pas payer leur loyer, avertit-il. Que l'on organise une structure légale autour de ce fait ou non, il faut reconnaître la réalité de ce qui va se produire. Outre ces mesures d'urgence, et face à une crise qui n'apaisera pas du jour au lendemain, c'est dans la durée qu'un filet de sécurité devra être imaginé pour protéger les locataires de l'expulsion, sans pour autant pénaliser les propriétaires et provoquer un effet domino dévastateur. Donc c'est quand même très important ce phénomène aussi des loyers. Crise sanitaire, sociale et donc crise des loyers. C'est vraiment les 2 phénomènes majeurs très importants à parler avec, bien évidemment, le défaut de paiement en tout début, bien sûr, qui initie cette séquence avec cette pandémie qui est liée à plein de choses, malheureusement. Alors, pour terminer, 2 informations importantes sur le crash du pétrole. Oui, c'est quand même très important d'en parler. Et d'ailleurs, j'en parlais tout de suite parce que c'est très important le crash du pétrole. C'est quand même sur la tribune, le prix du baril négatif en raison du mécanisme du marché à terme. Un article du 20 avril, il y a 2 jours. C'est-à-dire lundi 20 avril. Et puis, une dernière information sur QAnon, parce que je me suis intéressé à QAnon, je voulais savoir un peu, avoir un raisonnement humble sur QAnon, parce que c'est assez spéculatif comme raisonnement, mais bon, voilà, je le donne au collectif, et puis après, bien sûr, ça peut être, on peut creuser, bien sûr, c'est quand même très intéressant. Alors, j'en ai la quintessence, l'intro, bien sûr, pour comprendre cette explosion. Ce crash du pétrole, l'expiration mardi du contrat pour livraison en mai sur le marché à terme de New York a fait chuter le baril de pétrole de WTI à moins 37,63 $. Une configuration inédite sur le marché pétrolier. Les opérateurs, devant vendre ou stocker leur physique, sont piégés par la saturation des capacités de stockage des États-Unis. Et oui, il y en a trop, pas assez de demande. Ils en font trop et il n'y a pas assez de demande. Donc ça stocke. Le futur contrat de référence, celui de juin, cotait 2,43 $. À Londres, le baril de Brent pour livraison en juin s'est affiché à 25 $.
25,57 $ en clôture. Le prix du baril américain de pétrole brut coté à New York pour livraison en mai s'est effondré lundi, terminant à moins 37,63 $. Une chute amplifiée par l'expiration imminente d'un contrat à terme qui a poussé les investisseurs à s'en délester à tout prix. S'il a également baissé, le même baril pour livraison en juin s'est établi à 20,43 $. Une différence aussi monumentale entre ces deux contrats à terme s'explique par les paris des acteurs du marché des spéculateurs. Quand ils achètent un de ces contrats, ils s'engagent à le livrer physiquement et à un prix et à une date déterminée à l'avance. Le contrat de mai du WTI, West Texas Intermediate, expirant mardi à la clôture, les investisseurs possédant des barils sont confrontés à un dilemme. Les vendre physiquement ou les stocker afin de livrer plus tard. Or, les réserves américaines de pétrole ont énormément augmenté au cours des dernières semaines, rendant le stockage plus difficile et plus onéreux. Donc voilà la compréhension globale par rapport à ce crash du pétrole. Et puis après, on a d'autres éléments aussi qui sont intéressants. Au niveau de cet article de la Tribune.fr, alors pour terminer cette vidéo QAnon, comme je le disais, ça reste un raisonnement spéculatif. Alors on nous parle souvent de QAnon, hein. Moi j'essaie de comprendre humblement. Alors, bien sûr, il y a un film qui va sortir cette année qui a été reporté, c'est celui de James Bond, c'est une référence cinématographique, hein, qui m'a particulièrement interpellé, en l'occurrence c'est un personnage récurrent d'une série de cinéma basée sur les romans de Ian Fleming. Il s'agit du personnage Q de James Bond. Je ne vais pas été trop loin, hein. Je voulais savoir sur Wikipédia. Q est un personnage fictif de la série James Bond créé par Ian Fleming. Il est responsable de la section Q, division recherche et développement du MI6, qui invente et fournit les célèbres gadgets, hein. Alors on a sa description, c'est quand même très intéressant. Et moi ce qui m'intéresse, ce sont les particularités. Déjà, Ian Fleming s'est inspiré d'un personnage réel dans l'histoire, hein, Charles Fraser Smith, hein, durant la Seconde Guerre mondiale. Les fonds In-Q-Tel lancés par la CIA pour suivre de très près les entreprises travaillant sur des technologies sensibles a été baptisé en l'honneur de Q. C'est un personnage historique. Ian Fleming a créé le personnage de Q dans la série James Bond. Et les fonds In-Q-Tel. Donc moi je suis le raisonnement. Donc moi je vais voir In-Q-Tel, qu'est-ce que c'est? Tout simplement. In-Q-Tel est un fonds américain de capital investissement à but non lucratif créé et géré par la CIA. Avec son siège social, se trouve à Arlington en Virginie, près de Washington, la capitale des États-Unis. Sa mission est de repérer et financer des entreprises concevant des technologies commerciales et originales pouvant être adoptées à la communauté américaine du renseignement. In-Q-Tel prend des participations stratégiques dans des entreprises de technologie de pointe, notamment des startups qui est la collecte, l'analyse et le traitement de l'information, et donc en lien avec le renseignement. Très intéressant par rapport à tout ce qu'on dit sur QAnon. Les participations permettent souvent d'avoir un siège au conseil d'administration et donc de connaître et de suivre les évolutions technologiques des entreprises. Ça peut être intéressant pour les anonymes d'In-Q-Tel. Sa politique d'investissement massif et sans recherche de profit en fait un partenaire privilégié pour les entrepreneurs des domaines de pointe. Alors là, pour l'infiltration, on ne peut pas faire mieux. Sincèrement. Vous êtes dans une entreprise à but non lucratif et vous allez dans toutes les entreprises de technologie de pointe. Là, on ne peut pas faire mieux au niveau de l'infiltration pour le renseignement. Pour le renseignement, c'est quand même très 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 important pour les anonymes de In-Q-Tel. Alors, bien sûr, c'est spéculatif, mais moi j'ai suivi un raisonnement. Et pour aller dans le réel, personnage historique qui a existé à la Seconde Guerre mondiale, personnage de roman de Ian Fleming de la série James Bond Q, qui est en lien avec une entreprise à but non lucratif. C'est un raisonnement humble, mais c'est quand même intéressant, le personnage de Q dans James Bond. C'est vraiment très 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 intéressant. Parce que les QAnon, c'est un article de informationtv5monde.com. États-Unis, pourquoi les conspirationnistes de QAnon inquiètent.
C'est quand même intéressant. Alors, in-Q-Tel, il peut y avoir des personnes anonymes, de QAnon donc, qui s'infiltrent dans les entreprises et qui prennent des renseignements, qui prennent des informations. Et c'est la meilleure couverture possible en étant dans une organisation à but non lucratif. C'est implacable. Les QAnon, ces conspirationnistes issus d'Internet, fervent soutien de Donald Trump, sont devenus très visibles et inquiètent la fuite. Qui sont ces détracteurs de l'État profond convaincus que le président des États-Unis a été élu pour sauver l'Amérique? Ils se reconnaissent entre eux grâce à une seule lettre en majuscule. Un Q comme question. Leur slogan est When we go, all. Où l'un d'entre nous va, nous y allons tous. Alors bien sûr, ça c'est par rapport voilà, aux populations, la conspiration, etc. Mais moi je vais vous expliquer comment ils procèdent, ceux qui sont vraiment dans le renseignement. Et j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est quand même judicieux de travailler pour une tutelle et de prendre des renseignements. C'est de l'intelligence incroyable. Ils sont des hommes à la télévision, dans la meeting politique, et aspirent même des actes de violence terroriste. Leur leader et terroriste originel est un compte anonyme d'un forum internet censé appartenir à la haute administration ou au renseignement d'État. Alors, bien sûr, c'est un raisonnement humble, mais ça c'est un article TV5 Monde. C'est pas un site qu'on dit conspirationniste. C'est un raisonnement de TV5 Monde qui met le lien avec le site Wikipédia. Ce qui est une Q-Tel. Leur leader, je répète, leur leader et théoricien originel est un compte anonyme d'un forum internet censé appartenir à la haute administration ou au renseignement d'État. il peut pas, il est renseignement d'État. Le renseignement, avec le renseignement. Là, on l'a bien vu, on le voit bien. Avec le renseignement. Là, je veux dire, je dis pas que c'est implacable, parce que c'est de la spéculation, c'est un raisonnement humble. Mais là, on a quand même des convergences entre TV5 Monde, Wikipédia, certes, mais on dit du QAnon sur des conspirationnistes, mais celui qui y est originel, l'initiateur, il est dans le renseignement d'État. Donc, il peut être que ici. J'ai l'impression. Est-ce qu'il est ailleurs? Pourquoi pas? Moi, c'est mon raisonnement humble. Parce que ça se tient dans le raisonnement. Leur mouvement pourrait être placé sous peu sur la liste des menaces terroristes intérieures par les autorités fédérales. Donc si les autorités fédérales ne savent pas que quelqu'un de QAnon est sur une tutelle, moi je peux être en difficulté parce que je donnais une grosse info là. Mais de qui parle-t-on des QAnon? Ces milliers, voire millions d'Américains partisans de Donald Trump qui défendent avec ferveur une théorie conspirationniste de libération de l'Amérique par la chute de l'État profond et de la construction d'un État, la destruction d'un réseau pédophile mondial tenu par des élites américaines dont Hillary Clinton serait la tête. Puis c'est un article intéressant. Bien sûr, je vais lire la quête d'essence, je vais bientôt terminer, mais en bas, on parle aussi de l'affaire Epstein. Aussi. C'est quand même intéressant. Qu'est-ce que l'État profond? Le concept d'État profond apparaît en Turquie pour la première fois avec le coup d'État militaire en 1980. Les chefs d'État-major qui prend le pouvoir en Turquie à cette occasion, Kenan Evren, aurait déclaré alors l'État profond, c'est nous. À chaque fois que l'État s'affaiblit, nous le reprenons en main. Donc l'État profond, c'est des gens qui conspirent pour un coup d'État. Au début des années 90, le concept est discuté dans le monde anglophone et trouve sous les analyses de Peter Dysol, professeur émérite de littérature anglaise à l'université de Berkeley, une définition générale qui est la suivante. L'État profond est un cercle de contact de haut niveau, souvent personnel, où le pouvoir politique est susceptible d'être dirigé par des gens très riches. Là, bon, alors bien sûr, vous connaissez ma chaîne, je parle beaucoup des... J'en ai parlé de la chute de Babylone, la Genèse, et des familles, l'origine babylonienne, des gens très riches. L'État profond est aussi souvent assimilé à une autre façon de désigner les bureaucraties permanentes militaires, du renseignement, de la diplomatie, de n'importe quelle nation. À de reprises, la semaine dernière, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a critiqué l'État profond français, reprenant les mêmes mots que Donald Trump, dénonçant très souvent le Deep State.
le mouvement QAnon, malgré ses croyances dignes d'un roman conspirationniste, c'est pas conspirationniste, James Bond, j'espère, ou d'une politique fiction délirante et pourtant devenue, en moins de 2 ans, un véritable phénomène politique relayé, sans jamais le nommer, par sa principale figure de proue adulée de ce militant. De ces militants, le président des États-Unis en personne. Donc voilà, pour cette vidéo, une compréhension globale. Ah, j'ai vraiment voulu parler de QAnon avec un raisonnement humble et quand même avec quelques concordances intéressantes, bien sûr, avec bien évidemment la vraie situation profonde du système médical, du système de santé américain, vraiment, qui conduit à la catastrophe par rapport à cette pandémie. Donc, l'avenir du reste qui va arriver, mais bon, on va vers une très grave crise, bien sûr. Alors, pour mes prochaines vidéos, j'ai décidé de reporter la revue de presse le mois d'avril pour une revue de presse fin mai, d'avril, pour une revue de presse avril-mai. Nous consacrer plus d'1 mois au niveau du décryptage, du déchiffrage des économistes. Parce que c'est quand même, au-delà que c'est difficile, et que c'est pas simple, parce que non seulement il faut déchiffrer, mais aussi préparer la vidéo. Et donc ça met du temps, bien sûr. Et puis il y a beaucoup de choses à faire, j'ai pris un peu de retard, bien sûr, par rapport à ça. Donc je vais me rattraper plus d'1 mois de décryptage, avec d'autres choses, pourquoi pas. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes dans le domaine du décryptage. Et puis, c'est très apprécié sur ma chaîne aussi, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je mettrai en lien ma vidéo que j'ai mis en non répertorié concernant la 5G. C'est très important que vous partagez ce lien aussi pour les autres, parce que c'est en non répertorié. Et vous savez, sur YouTube, quand on parle de 5G en ce moment, c'est compliqué. Puis on lien à d'autres choses. Donc voilà, je mettrai en lien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre des pouces levés, très important, et à vous abonner. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour The Economist. Merci à vous, à la prochaine.